La France s'engage à soutenir le gouvernement éthiopien dans la reconstruction des zones détruites par la guerre. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a reçu dans son bureau l'ambassadeur de France dans la Corne de l'Afrique, Frédéric Lavaille. Damak Amakonnen a déclaré à cette occasion que les relations franco-éthiopiennes avaient une longue histoire et que la partie éthiopienne souhaitait renforcer davantage les relations entre les deux pays. Il a déclaré que le gouvernement français est encouragé à regarder la situation actuelle dans le pays de manière équilibrée. Concernant la situation actuelle dans le pays, Damak Amakonnen a déclaré que le gouvernement s'efforçait de tenir un dialogue global visant à réconcilier les zones détruites par la guerre et à rendre l'aide humanitaire accessible. Il a déclaré que le gouvernement s'était engagé à rendre l'aide humanitaire accessible, mais que le groupe terroriste CPLF cause des ravages en raison de ses récentes attaques dans les régions voisines d'Amara et d'Afar. L'envoyé spécial français, l'ambassadeur Frédéric Lavaille, a pour sa part remercié Damak Amakonnen pour son explication. L'Éthiopie est un pays fort et influent dans la région, a-t-il déclaré, ajoutant que son pays souhaitait renforcer ses liens avec l'Éthiopie. Il a également déclaré que le gouvernement français soutiendrait les efforts du gouvernement éthiopien pour reconstruire les zones détruites par la guerre. Il a également déclaré que son gouvernement soutiendrait la consultation nationale en cours. Certains mots éclipsés par les discussions sur les conflits en cours sur le continent seraient un thème de sommet de l'Union africaine de cette année, qui est l'agriculture et la sécurité alimentaire. Éradiquer la faim et maximiser le potentiel agricole du continent est un défi constant pour l'Afrique. Les dirigeants devraient examiner le programme global de développement de l'agriculture africaine pour évaluer le développement et les défis depuis son adoption en 2003. Samrawit Godada nous présente les détails. L'Afrique a la population qui connaît la croissance la plus rapide au monde, estimée à 1,7 milliard en 2030. Ce nombre devrait passer à 2,5 milliards d'ici 2050. Même pour la population actuelle, l'état de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du continent est une préoccupation majeure. La transformation et l'innovation pour améliorer les systèmes alimentaires du continent face au changement climatique sont nécessaires. Les pays ont été encouragés à canaliser au moins 10% du revenu national vers le développement agricole pour que tout le développement significatif ait lieu. L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture affirme que l'agriculture est le seul secteur capable d'absorber la main-d'œuvre croissante de l'Afrique au cours des 35 prochaines années. Le continent abrite un quart de l'autre déjeuner mondial, produit 10% de la production agricole mondiale selon les sources. Plus de 200 millions de personnes souffrent chroniquement de la faim, mais les experts affirment que le potentiel de croissance du secteur agricole africain est important. Les dirigeants s'attendent également à ce que trouver des solutions à la médiocrité des transports et des infrastructures figurent parmi les secteurs qui freinent la croissance du secteur qui menace la sécurité alimentaire du continent. Comme des sources de l'Union africaine ont noté que les marchés alimentaires africains actuellement évalués à 313 milliards de dollars américains par an pourraient tripler si les agriculteurs modernisaient leurs pratiques et avaient un meilleur accès au crédit, aux nouvelles technologies d'irrigation et au prêt. Pour nourrir durablement sa population croissante, le continent aurait besoin d'une transformation de ses systèmes alimentaires. L'accélération de ces progrès nécessite un changement profond dans toutes les facettes du système alimentaire, en particulier dans le contexte du changement climatique, des pandémies
émergentes et des menaces pour la diversité biologique, alors que l'impact des événements climatiques extrêmes sur l'agriculture est bien connu. Le changement climatique affecte également toutes les dimensions de la sécurité alimentaire, ainsi que la quantité, la qualité, la sécurité, et on fera de contre les prix des denrées alimentaires avec des implications importantes pour la disponibilité et l'accès à des régimes alimentaires sains. Les besoins urgents du système alimentaire transformé est bien reconnu comme base de la sécurité alimentaire, d'une meilleure nutrition et d'une alimentation saine et abordable pour tous. La transformation du système alimentaire nécessite une approche systémique prenant en compte l'ensemble de la chaîne de valeur. Le ministère de l'Innovation et de la Technologie indique qu'une politique de sécurité des informations électroniques du gouvernement est en cours d'élaboration pour protéger les informations. On dit que la politique vise à assurer la sécurité du réseau Internet et à la mettre en œuvre de manière cohérente dans toutes les institutions dans le but de fournir des services gouvernementaux aux citoyens par voie électronique. Le ministère de l'Innovation et de la Technologie discute de la question avec les parties prenantes fédérales, étatiques et du secteur privé. Le ministre d'État à l'Innovation et à la Technologie, Ouré Ali, a déclaré que cette politique pourrait entraîner de graves crises économiques, politiques et sociales si elle n'était pas correctement gérée. Il a déclaré que l'attaque coûterait 2,9 millions de dollars par minute pour attaquer les institutions. Selon le ministère, la politique permettra au gouvernement de mettre en œuvre des services d'infrastructure et de développement pour les citoyens, les employés, les entreprises et les autres institutions gouvernementales de manière cohérente au niveau de la gestion de la sécurité de l'information. Le 40e Conseil exécutif de l'Union africaine se réunira aujourd'hui en présence des ministres des États membres de l'UA et des chefs de diverses institutions du continent. Le Conseil abordera le thème 2022 de l'Union africaine, renforcer les capacités du continent africain, accélérer le développement des ressources humaines, le développement économique et social. Il devrait également discuter du projet l'ordre du jour du 35e sommet de l'UA qui se tiendra le 5 et 6 février 2022. Les membres de la Commission de l'Union africaine approuvent le sommet de l'UA et promeut et renforce la coopération avec les communautés économiques régionales, la Banque africaine de développement, d'autres institutions africaines et la Commission économique des Nations unies. Le Conseil entendra des rapports sur les performances de diverses institutions sous les auspices de l'Union africaine et de ses réunions tenues en 2021, a rapporté l'ENA. እኛ አፍሪካውያን ብዙ መቶ ዓመታት ዳኝነትና መብት ተነፍገን የቆየን ስለሆን ዛሬ ትክክለኛ ዳኝነትና መብት ካለን ድምጻችንን በመናሰማበት ጊዜ ልንሰማ እንችላለን። L'accès à l'énergie est crucial pour réduire le coût des affaires libérées, le potentiel économique et créer des emplois sur le continent africain. L'accès à l'énergie pour tous est donc les principaux moteurs de la croissance inclusive car il crée des opportunités pour les femmes, les jeunes et les enfants tant dans les zones urbaines que rurales. C'est pourquoi facilitation et plaidoyer pour le développement du projet du Grand Méga Hydroénergie en tant que l'un des projets phares de l'agenda 2063 de l'UA. Massaret Takalin à plus.
Le paysage africain change grâce à des investissements substantiels dans des projets d'infrastructures clés, à l'amélioration de l'accès à l'électricité grâce à des projets d'énergie renouvelable et à un secteur des technologies de l'information et de la communication à croissance rapide. L'un des objectifs de l'aspiration de l'agenda 2063 de l'Afrique est le développement d'infrastructures de classe mondiale qui traversent l'Afrique et améliorer la connectivité grâce à des initiatives modernes à fort impact qui relient le continent par chemin de fer, route, mer et air développement des pôles énergétiques régionaux et continentaux ainsi que faire progresser les technologies de l'information et de la communication. L'Afrique dispose de vastes ressources énergétiques. Plus de la moitié des populations du continent n'ont toujours pas accès à l'électricité. Les futures demandes énergétiques de l'Afrique ont le potentiel de transformer ces ménages et de stimuler le développement. Le potentiel énergétique de l'Afrique, en particulier les énergies renouvelables, est énorme, mais seule une fraction de celui-ci est actuellement utilisée. L'hydroélectricité fournit environ un cinquième de la capacité actuelle, mais pas même un dixième de son potentiel total n'est utilisé. Le développement du barrage devrait générer 43 200 MW d'électricité pour soutenir les pôles énergétiques régionaux actuels et leurs services combinés pour transformer l'Afrique des sources d'énergie traditionnelles aux sources d'énergie modernes et assurer l'accès de tous les Africains à une électricité propre et adorable. L'État d'Amara fournit du fourrage à la région d'Oromia. L'aide a été fournie aux pasteurs touchés par la sécheresse dans les régions de Guji, Borana et Balé de l'État d'Oromia. Le président Ilik Al-Kafale a déclaré que la région d'Oromia a toujours vécu avec les habitants de l'État d'Amara à la fois pour le meilleur et pour le pire. Il a déclaré que la région d'Oromia a fait preuve de solidarité avec la région d'Amara lorsqu'elle a été punie par le TPLF. Il a dit que la séparation est un signe d'infériorité et ne garantit pas la prospérité. Nous répondrons à la pauvreté, au chômage et à la hausse du coût de la vie si nous travaillons ensemble, a-t-il déclaré. Le chef de l'État régional d'Oromia, Shmel Sabdissa, a pour sa part remercié la population pour son soutien et a déclaré qu'il était reconnaissant envers la population de l'État d'Amara pour son soutien à la région frappée par la sécheresse. La meilleure façon pour l'Éthiopie est de s'unir. Les peuples d'Amara et d'Oromo sont toujours un seul peuple. Ils se sont sacrifiés ensemble et n'ont pas réussi à atteindre l'objectif du TPLF, a-t-il déclaré. Nous surmontons non seulement la sécheresse, mais aussi la pauvreté et nous tiendrons aux côtés de l'Éthiopie. Le président de l'État régional somalien, Mustafa Mohamed, a reçu une délégation conduite par la directrice générale du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires et la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, Warknash Makon. Il a également parlé de la situation de sécheresse dans la région et des plans en mesure prises pour réduire l'impact de la sécheresse sur la vie des gens. La directrice générale du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires et de la mission de l'Union africaine en Somalie, Warknash Makounen, a pour sa part salué les efforts du gouvernement. L'ambassadeur Alamayo Taganou s'entretient avec des dirigeants de l'Église orthodoxe russe sur le soutien humanitaire aux personnes touchées par le conflit en Éthiopie. L'ambassadeur d'Éthiopie auprès de la Fédération du Récit, son Excellence Alamayo Taganou, s'est entretenu avec sa sainteté, le héros moine Stéphane, le métropolite élarien de Volokolamak, le président du département des relations extérieures de l'Église orthodoxe russe, le secrétaire des relations interreligieuses et un membre permanent de Saint-Synode de Patriarcat du Moscou le 1er février 2022 et discuté de multiples questions d'intérêt commun. L'ambassadeur Alamayo a fait un exposé approfondi sur la situation globale du conflit dans la partie nord de l'Éthiopie, les atrocités commises par le TPLF
qui ont tué et déplacé tant d'innocents, détruit des infrastructures de base, rasé les établissements d'enseignement et de santé et provoqué une crise humanitaire dans les États régionaux d'Afar et d'Amara qui ont un besoin urgent de réhabilitation. Cela nécessite une intervention rapide de toutes les personnes éprises de paix à travers le monde, des amis de l'Éthiopie, des ONG et des partenaires internationaux pour mobiliser les ressources nécessaires qui sont nécessaires pour ramener à la normale la vie des personnes touchées. À cet égard, l'ambassadeur a déclaré que l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo et l'Église orthodoxe russe, étant les deux institutions religieuses sœurs entretenant des relations très étroites, il serait plus apprécié par le peuple éthiopien à ce stade que l'Église orthodoxe russe puisse rejoindre le wagon pour faire sa part dans l'effort de sauver de nombreuses vies dans le nord de l'Éthiopie. Sa sainteté, le héros moine Stéphane, a dit que pour sa part, qu'il était si heureux que l'ambassadeur convoque la réunion dans les locaux de l'ambassade et a ajouté qu'en tant que président du département des relations extérieures de l'Église et secrétaire des relations interreligieuses, il essayerait tout de son mieux pour répondre et utiliser toutes les possibilités à la disposition pour aider ceux qui ont besoin d'aide humanitaire en ce moment difficile. Son Excellence Salva Kiir Mayardit, président de la République Sud-Soudan, a reçu en tenue une réunion avec la délégation de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, conduite par Tagasset Jaffo, président de la Chambre des représentants du peuple de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Tagasset Jaffo était accompagné d'Omod Ujulu, président de la région de Gambela, d'Ashadi Hassan, président de la région de Benshangul, l'ambassadeur Fessaf Shaol, directeur général pour les pays de l'IGAD, et de l'ambassadeur Nabil Mahdi, ambassadeur d'Éthiopie au Soudan du Sud. La réunion a porté sur les questions de sécurité dans les régions frontalières du Soudan du Sud et de l'Éthiopie. La délégation a également discuté des questions relatives au vol de bétail, à l'enlève d'enfants, au développement des infrastructures et au commerce frontalier dans les zones frontalières du Soudan du Sud et de l'Éthiopie. Dans ses remarques aux médias après la réunion, Tagasset Jaffo a déclaré qu'ils avaient échangé des informations et discuté de la manière de travailler en étroite collaboration pour les biens communs de deux pays, notant qu'ils allaient former un forum conjoint pour discuter des problèmes chaque fois qu'ils surgissent. Robert Gabriel Mugabe était l'un des dirigeants africains le plus influent qui a gouverné le Zimbabwe pendant plus de 40 ans à lutter contre les puissances coloniales en Afrique. Il était également un combattant de la liberté révolutionnaire et un dirigeant politique prospère après l'indépendance du Zimbabwe. On a plus à ce sujet. It must be realized, however, Robert Gabriel Mugabe est né le 21 février 1924 à Kutama, Rhodésie, du sud Zimbabwe. Il a été initié à la politique nationaliste alors qu'il était étudiant à l'université Collège de Fort Hare en Afrique du Sud et entre 1956 et 1960, il a enseigné au Ghana. Sa pensée réformatrice le pousse à participer à divers mouvements panafricains en organisant le Parti Zimbabwe African National Union en 1963. En 1964, il a été arrêté pour discours subversifs et a passé les 10 années suivantes en prison. Au cours de cette période, il a acquis des diplômes en droit par des cours par correspondance. Alors qu'il était encore en prison, il a mené un coup d'État en 1974, déposant Sid Hall à la tête de la ZANU. À la fin de 1974, Mugabe a été libéré. Pendant la guerre civile qui a opposé la population à majorité noire de Rhodésie au gouvernement rhodésien, dirigé par les Blancs du Premier ministre Ian Smith, Mugabe était co-chef avec Nkumo du Front patriotique du Zimbabwe. Les guérilleros du parti ont opéré contre le gouvernement rhodésien à partir de bases situées en Zambie, au Mozambique et en Angola. De nouvelles négociations à Londres en 1979
ont mis fin à la guerre et ont conduit à des nouvelles élections législatives supervisées par les Britanniques en février 1980. Robert Mugabe était fortement en désaccord avec l'agression blanche contre les États africains et il fulminait également le mouvement panafricain pour vaincre la mentalité coloniale. Une fois Mugabe a reçu une réponse à une plainte émise par les colonisateurs au sujet de son mécanisme de lutte fondé sur la violence et les mouvements de troupes pour libérer la Zimbabwe. Il a été informé de la véritable cause de l'élection en 1979 avec un objectif clair, en utilisant des médias électroniques pour tous les Zimbabwe. Une économie défaillante et sa décision d'envoyer des troupes pour aider le président Laurent Kabila de la République démocratique du Congo dans sa lutte contre les rebelles ont conduit à des grèves et en novembre 1998, des émeutes ont éclaté après l'annonce par Mugabe que lui et les membres de son cabinet recevraient des augmentations de salaire. Mugabe s'est exprimé sur les questions africaines lors du sommet des chefs d'État de l'UA et s'est adressé au Conseil de sécurité de l'ONU pour réformer sa récente position sur l'Afrique. Après un désaccord politique d'une semaine, le coup d'État a réussi et Robert Mugabe démissionne du poste du président du Zimbabwe après le lancement du procédure de destitution. Emmerson Mnangagwa devient le troisième président du Zimbabwe. Robert Gabriel Mugabe est décédé le 6 septembre 2019 à Singapour à l'âge de 95 ans. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La présidente Sahle Work affirme que la participation des femmes est cruciale pour sortir l'Éthiopie de la pauvreté, du retard et des conflits. Le 40e Conseil exécutif de l'Union africaine se réunira aujourd'hui en présence des ministres des États membres de l'UA et des chefs de diverses institutions du continent. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.